On a tous déjà ressenti ça, n'est-ce pas? Cette impression un peu bizarre de perdre le fil, comme si quelqu'un d'autre tirait les ficelles à notre place. C'est ça, le pouvoir, souvent invisible, de la manipulation. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ces mécanismes pour apprendre une bonne fois pour toutes à ne plus être le jouet de personne. Pour bien comprendre ce sentiment, Jacques Regard nous donne une image vraiment saisissante. Imaginez, vous êtes au volant de votre voiture, tranquille, et tout à coup, le passager à côté de vous attrape le volant. C'est lui qui décide de la direction. Il vous emmène là où il veut lui, pas là où vous aviez prévu d'aller. Eh bien, être manipulé, c'est exactement ça. C'est perdre la direction de sa propre vie. Et cette perte de contrôle, elle est terrible. Elle installe le doute, l'anxiété, un vrai mal-être. Le pire dans tout ça, c'est qu'on finit par se sentir coupable, par croire que le problème vient de nous. Mais en fait, la toute première étape pour reprendre le volant, c'est simplement de comprendre ce qui est en train de se passer. Bon, alors, comment on fait? Pour pouvoir se défendre, il faut d'abord savoir à qui on a affaire. Jacques Regard nous propose une classification super claire et efficace. Il distingue 3 types de manipulation, pas en fonction des actes, non, mais en fonction de l'intention qui se cache derrière. Et ça, c'est une grille de lecture qui change tout. Alors, commençons par le premier type, la manipulation qu'on pourrait dire bienveillante. C'est quelque chose qu'on fait presque tous les jours. Pensez à un parent qui va motiver son enfant pour faire ses devoirs en lui promettant un jeu après. Ou une infirmière qui va détourner l'attention d'un patient pour qu'une piqûre soit moins douloureuse. Ici, l'intention est bonne, elle vise le bien de l'autre, c'est constructif. On passe maintenant à la catégorie la plus courante et de loin, la manipulation égocentrique. Là, l'objectif, c'est le bénéfice personnel du manipulateur. Et tant pis pour les conséquences sur les autres. C'est le collègue qui va un peu saper votre travail pour avoir une promotion. Le vendeur qui vous force la main pour toucher sa commission. Son but, ce n'est pas de vous détruire, mais disons que votre bien-être, ça lui est complètement égal. Et là, on arrive à la forme la plus sombre, la plus toxique de la manipulation. Dans ce cas-là, l'intention est purement et simplement de faire du mal. Le but, c'est de nuire, de fragiliser, voire de détruire. C'est le terrain de jeu de ce que l'auteur appelle le manipulateur. C'est un mot fort, mais il décrit bien cette personne dont la seule satisfaction, c'est de causer des dégâts. Cette phrase de l'auteur résume parfaitement le mode opératoire. Le manipulateur de type 3, il n'agit jamais au grand jour. Il opère dans l'ombre, il divise pour mieux régner. Sa spécialité, c'est de créer la zizanie, de monter les gens les uns contre les autres. Et sa plus grande joie, c'est de contempler le chaos qu'il a provoqué. C'est un véritable artisan du désastre. Ok, maintenant qu'on a identifié ces 3 visages, passons à la pratique. Concrètement, comment on démasque un manipulateur au quotidien? Eh bien, il laisse des traces, des sortes de signaux d'alarme qui, quand on les met bout à bout, finissent par dessiner un portrait très très clair. D'abord, il faut écouter très attentivement comment il parle. Le manipulateur est le roi du flou. Il va utiliser des généralités comme « tout le monde pense que », il insinue, mais il n'affirme jamais rien de façon directe. Il est capable de déformer vos propres paroles au point que vous finissez par douter de votre propre mémoire. Et bien sûr, le plus important, rien n'est jamais de sa faute. Chaque mot est une manœuvre pour semer la confusion et garder le contrôle. Et puis, il y a l'impact émotionnel. C'est direct, c'est dévastateur. À son contact, on se sent vidé, complètement épuisé. L'atmosphère devient lourde, pleine de critiques, de sous-entendus, de culpabilité. Si votre humeur se met à faire le yo-yo en présence d'une personne, s'il y a un malaise constant qui s'installe, c'est un signal d'alarme qui ne trompe généralement pas. Et si le doute persiste, l'auteur nous donne un outil très concret, le test de confiance. En fait, c'est une liste de 30 questions qui sont basées sur des comportements observables, des faits. Ce n'est pas une question de jugement ou de ressenti. C'est un outil vraiment puissant pour rendre la situation objective et y voir enfin clair. Et voilà, on arrive au cœur de la solution. La reconnaissance, c'est la première et de loin la plus puissante de toutes les défenses. Le simple fait de pouvoir mettre un nom sur ce qui se passe, d'identifier le type de manipulation et la tactique utilisée, ça change absolument tout. Dès l'instant où l'on comprend ces schémas, le pouvoir du manipulateur se brise, c'est presque instantané. Le regard change complètement. On arrête de se blâmer et on commence à observer lucidement ce que l'autre est en train de faire. On passe du statut de victime un peu perdu à celui d'observateur conscient. Et c'est là que le rapport de force bascule. Alors, pour conclure, revenons à notre image de départ, celle de la voiture. Comprendre tout ça, ça nous amène à une question fondamentale et très personnelle. Le but, ce n'est pas de vivre dans la méfiance permanente, non, c'est de vivre dans la conscience. Choisir activement qui on autorise à s'asseoir sur notre siège passager, c'est peut-être le plus grand acte de protection et de reconquête de soi qui soit.